Bonjour à tous. Bon, il est tôt, on passe derrière une rockstar, donc on va essayer quand même d'assurer derrière et de réfléchir ensemble sur la place de la biologie embarquée dans les PISU à l'heure de la réalisation des ASU par les sapeurs-pompiers. On a beaucoup parlé des ASU hier, on va essayer de parler maintenant de ce qui va arriver derrière. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seront intéressés de ce qu'on va essayer de mettre en place, notamment au niveau du SDIS de la Gironde. Alors on va revenir un petit peu sur l'historique. La biologie embarquée, ça a débuté dans les SMUR, et ça a débuté il y a un petit moment, dans les années 70. Les appareils étaient assez rustiques, il y avait des espèces de centrifuges pour essayer de doser l'hémoglobine. On est passé après, dans les années 80, aux bandelettes colirométriques pour voir si derrière on avait peut-être un petit peu de sucre dans les urines. Puis c'est que dans les années 80 qu'on a commencé à avoir des semblants d'appareils de mesure avec le calcul de la glycémie. Et à partir des années 90 et 2000, les outils que l'on peut avoir à disposition maintenant, embarqués, et on va dire qui ont un minimum de performance pour arriver à mesurer ce que l'on aimerait aller chercher. Qu'est-ce qu'on peut mesurer avec les appareils de biologie embarqués? Alors aujourd'hui, on peut faire des gaz du sang, on peut doser la troponine, la BNP, chercher des marqueurs de souffrance. La difficulté étant que la sémiologie initiale qu'on peut avoir, et qui peut être alarmante sur le terrain, peut être sous-estimée, mésestimée, et puis c'est un apport utile parfois pour le médecin. Et l'objectif initial était, dans ces équipages SMUR, de mettre à disposition pour un équipage complet et pour le médecin, des outils à sa prise en charge. Alors, les quatre objectifs initiaux de cette biologie qui est présente à peu près dans 30% des SMUR aujourd'hui, c'est de confirmer, bien sûr, ou d'infirmer une suspicion diagnostique, c'est d'adapter sa thérapeutique. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire que ce qu'on penserait devoir mettre en place simplement cliniquement? Est-ce qu'il y a des critères de gravité à côté desquels on pourrait passer? Et est-ce qu'il y a nécessité d'envoyer la victime ailleurs que là où on se trouve l'hôpital de proximité qui n'a pas forcément le plateau technique adapté? Alors on a essayé d'étudier ça. Dans les années 80, il y a eu l'étude TAMI et puis bof, ça n'a pas été concluant. On a dit il n'y a peut-être pas d'intérêt à doser, en tout cas, la troponine. C'est ça qui a été étudié sur l'orientation et l'éventuelle prise en charge précoce des patients. Il y a eu une autre étude qui était diligentée par l'American Heart Association et qui, elle, avait pour résultante que le dosage était parfois long en extra-hospitalier et qu'avec des dosages parfois significatifs, on n'améliorait pas forcément la prise en charge rapide de la victime dans le plateau adapté disposant d'une coronarographie à proximité. On gagnait 19 minutes sur la prise en charge de ces malades qui avaient déjà été pointés du doigt comme quoi une cardiopathie ischémique potentielle était sous-jacente. La limite principale de tous ces dosages, c'est toujours la sensibilité. C'est ce qu'on essaye aussi de mettre en évidence encore actuellement avec des études en cours, notamment au niveau de l'AP-HP. Et au niveau de notre modeste SDIS 33, on essaye d'amorcer aussi cette dynamique d'études et de la plus-value de la troponine en préhospitalier, mais plus entre les mains d'une équipe SMUR médicalisée complète, mais entre les mains de nos infirmiers. Et c'est là qu'ensemble, on va essayer de réfléchir à l'éventuelle plus-value de ce niveau, de la mise à disposition de ces examens complémentaires délocalisés au niveau d'engagement de niveau 2. On va aborder donc du coup l'expérience de la brigade des sapeurs-pompiers. Je laisse la parole à... Bonjour à tous. Donc, j'ai été invité pour vous parler de l'expérience brigade et de notre utilisation de la biologie embarquée en préhospitalier. Alors, je ne vais pas trop déflorer le sujet pour la suite, mais vous allez le voir sur la diapo suivante. On a une organisation qui est assez particulière sur le plateau parisien parce que, contrairement à beaucoup de départements de province, on a pléthore de moyens médicaux comparé aux moyens de VLI, puisque rien que pour le secteur brigade, donc sur
4 départements, le 75, le 92, 93 et 94. On a, pour ce qui concerne la brigade, 6 moyens médicaux, 6 UMH. On en a 3 qui sont basés dans le 75 sur Paris intramuros et 3 dans les départements limitrophes et seulement 2 VLI. Les secteurs VLI sont les secteurs qu'on a en violet là, sur la carte, donc un qui couvre une partie du 94 et un qui couvre une partie du 92. Donc on a finalement assez peu de VLI par rapport à ce qu'on peut trouver en province où là on aura plus facilement des moyens VLI que des moyens médicaux. Dans nos camions et dans nos voitures, on a pas mal de biologie. On a les choses assez traditionnelles, les lecteurs de glycémie, de lactate, les HemoQ. Pour ce qui est de l'évaluation du taux de CO, on a la pince Saturo et le CO expiré. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser là, c'est l'ISTAT, donc c'est un mini lab qui permet, en fonction des cartouches qu'on va utiliser, de faire tout un tas d'analyses. Nous, sur le secteur brigade, on en a 2. On a une cartouche qui permet de faire à la fois un gaz du sang, soit veineux ou artériel, et puis une analyse, un ionogramme assez succinct. On a le sodium, le potassium, le calcium, la glycémie, l'hémoglobine, et puis voilà à peu près. Et puis donc la troponine, qui est une troponine qui n'est pas une troponine hypersensible, mais qui permet quand même de travailler un petit peu et avec lequel on a un résultat en une dizaine de minutes, ce qui est quand même assez intéressant sur le préhospitalier de ne pas y passer 3 heures. En ce qui concerne notre utilisation, alors les données des 5 dernières années au niveau de la pharmacie, on a globalement autour de 1800 cartouches de tropos qui sont utilisées par an et un petit peu plus en ce qui concerne la gazo et l'iono. Alors ça, c'est pas le nombre d'interventions qui ont nécessité la prise en charge d'une utilisation de troponine par exemple, mais c'est celle délivrée. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des plantages de la cartouche, ça arrive quand il fait très froid ou très chaud, il faut utiliser plusieurs cartouches, etc. Mais ça donne un volume à peu près, un ordre d'idée du volume de biologie embarquée qu'on peut faire. Donc ces utilisations, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a peu de VLI, beaucoup de moyens médicaux et elles sont quasiment à 100% utilisées par les ambulances de réanimation. Et d'autant plus qu'on n'a finalement pas de PISU qui soit vraiment adapté et qui requiert à l'utilisation de ces cartouches, notamment de troponine, puisque dans les VLI, il n'y a que la tropo pour les ISTAT. Suivante. Alors, vous l'avez compris, on est là pour parler du préhospitalier et puis, in fine, de ce qu'on peut faire de nos patients. Je vais commencer par reparler de l'état de l'art avec l'ESC, les recommandations 2023, donc celle de l'année dernière. Je suis contente de parler des NSTEMI, puisque sur les STEMI, je pense qu'il n'y a pas trop de sujets. C'est un ECG qualifiant dans les 10 minutes et direct à la choro ou à la thrombolyse. Mais là où ça va avoir une plus-value et où la biologie embarquée a une plus-value, c'est donc sur ces zones un petit peu floues, où on a un patient qui a des douleurs un petit peu suspectes, qui a potentiellement des facteurs de risque, qui a un ECG qui n'est pas très contributif ou sur lequel on ne peut pas trop trancher. Et la biologie va nous permettre d'aider à la stratification du risque, puisque l'algorithme de prise en charge va déterminer en fonction du taux initial à l'arrivée et à 1 heure ou à 2 heures suivant les protocoles hospitaliers de la troponine hypersensible avec donc du coup une classification qui permet soit une sortie précoce du patient en éliminant de façon suffisamment sécurisée le risque de survenue d'un arrêt cardiaque ou d'un passage sur une table de Coro avec un infarctus, ou quand les résultats sont intermédiaires, de garder les patients et puis de voir pour une autre stratégie, parfois non invasive avec les coroscanners notamment. Pour nous aider là-dedans, on a des scores de risque, d'événements graves. Le principal et le seul qui est référencé dans le SC 2023, c'est le score de Grace. Alors c'est un score qui est un petit peu complexe à mettre en œuvre, notamment parce qu'il intègre le dosage de la créatinine.
La créate, alors elle peut être obtenue sur certaines cartouches en préhospitalier, mais enfin, on se rajoute des choses, il faut doser une créate, il faut doser une tropo, etc. Donc c'est un score qui est complexe à mettre en œuvre, qui est adapté aux urgences et à l'aide à la décision pour une décision de KT et dans quel délai pour les patients à risque, mais il est finalement pas très adapté au préhospitalier et notamment pour essayer d'éviter des hospitalisations non nécessaires. Il y a un deuxième score qui est là plus intéressant, qui a aussi été adapté pour les urgences par des urgentistes. C'est le score ART, qui se base sur 5 points. L'histoire de la maladie et de la douleur thoracique, est-ce qu'elle est fortement suspecte, modérément suspecte ou peu suspecte. Sur l'électro réalisé au lit du malade, avec des modifications électriques, notamment un sous-décalage persistant, des modifications plutôt atypiques, alors soit un sus-ST transitoire, soit des modifications des ondes T ou un électro normal. On prend en compte l'âge du patient, effectivement, plus l'âge du patient est âgé, plus il est à risque de faire des événements cardiovasculaires, coronariens et autres qui nécessitent une évaluation aux urgences pour avoir des examens plus poussés, les facteurs de risque et donc les résultats de cette troponine. J'accélère. Voilà, avec des normes qui sont dépendantes du type d'examen utilisé des labos. Et en fonction de ce score-là, on a un facteur de risque et de survenue d'événements indésirables. Pour le préhospitalier, le problème de ces scores-là, c'est qu'ils ont donc été étudiés à l'hôpital et assez peu sur le préhospitalier. Néanmoins, on commence à avoir un certain nombre d'études. Je vous les ai listées là-haut, elles ne sont pas exhaustives. Elles sont pour la plupart, pour ne pas dire pour l'intégralité, néerlandaises. Ils sont très actifs là-dessus. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'en Hollande, c'est des équipes EMS paramédicalisées. Il y a très peu de... Alors, il existe des VL avec des médecins, mais qui sont employés à la marge. Et donc, la majorité des ambulances sont paramédicalisées. Donc, c'est des choses qui seraient transposables pour nos VLI. Et ce qui est intéressant, c'est que... elle se sert du score HERT et de la troponine embarquée, qu'elle soit ultra sensible ou normale. Et les premiers retours sont qu'on n'a pas d'infériorité de l'utilisation de ce score-là par rapport à une utilisation aux urgences. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on a un gain et de temps et d'argent quand on l'utilise, puisqu'on permet de ne pas hospitaliser des patients qui sont à faible risque sans survenue de plus d'événements indésirables au long cours. Le seul souci, c'est que ça manque un peu de puissance, tout ça, et puis il va falloir confirmer pour pouvoir l'utiliser. Donc du coup, après tous ces éclaircissements sur les outils, sur leur éventuel apport, on a vu l'intérêt que ça pouvait avoir au niveau d'un engagement d'un SMUR. Maintenant, moi je pars du principe, en tant qu'ancien régulateur aussi, que quand on envoie un SMUR, c'est que déjà on pense qu'il y a des critères de gravité et que le patient, dans le cas d'une douleur thoracique, si on reprend que le thème de la douleur thoracique, présente déjà à l'appel des arguments pour le transférer vers un plateau de choro ou vers un rapprochement d'une USIC. Les études n'ont pas forcément montré l'intérêt de ce que pouvaient apporter, dans le cadre d'une équipe complète, constituée, ces appareils de mesure de biologie délocalisée. Alors, maintenant, il va falloir raisonner différemment, et c'est ce que j'aimerais bien mettre en place avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on pourrait avoir comme plus-value en mettant entre les mains de nos infirmiers ces appareils de mesure sur des profils de patients bien particuliers, alors que dans notre département, tout le monde est au courant qu'en Gironde, on a des problématiques de délai d'attente dans les services d'urgence, de sursollicitation au niveau des plateformes de régulation. Alors c'est des problèmes que tout le monde n'a pas, mais que bientôt certains auront. Donc on essaye de trouver des solutions aussi pour aider nos collègues au niveau du SAMU et des hôpitaux. Les services sont engorgés, les appels affluent, le régulateur est phagocyté, il y a une interruption de tâches et des fois il fait preuve de moins de discernement qu'il ne le pourrait, il n'a pas forcément l'équipe sous la patte pour aller faire une levée de doute ou aller prendre en charge un patient présentant des critères de gravité, ou alors il se retrouve face à une situation un peu bâtarde avec un patient
pour lesquels il a du mal à trancher, qui est noyé dans un flot d'appels et pour lequel il a besoin aussi d'arguments sur le terrain qui pourraient lui faire prendre une décision un peu plus adaptée. Donc c'est l'idée que l'on a derrière de mettre entre les mains de nos infirmiers ces éléments de mesure qui, sur ce profil de patient pour lequel on a envoyé un VSAV, pas forcément un SOS médecin, à qui on n'a pas forcément donné des conseils au domicile, mais pour lequel on ressent quand même le besoin d'aller faire une biologie, d'aller à l'intérieur des urgences pour faire des examens complémentaires. Peut-être que ce premier moyen de recours déporté, avec bien sûr des critères d'inclusion particuliers chez ce profil de patient non grave immédiatement à l'appel, peut avoir une plus-value. On a intérêt aussi à orienter le patient vers un plateau technique adapté parce que la démographie dans notre département est étendue et les plateaux techniques sont très divers. On a une sectorisation et quand on est tout en haut du département et qu'on n'a pas, encore une fois, dans le flot d'appels des critères de gravité immédiats, avoir peut-être cet apport sur le terrain de critères objectifs avec l'élaboration de scores prédictifs qui pourraient être mis à la disposition du régulateur sur la survenue d'un éventuel accident cardio-ischémique, pourrait envoyer, et ça c'est la diapo d'après, non, c'est la diapo d'avant. Voilà, non, il y en a une qui a sauté, c'est pas grave. Un moyen médical pour aller vers cet engagement gradué et délocaliser le patient du nord du département vers le centre où les plateaux techniques cardiologiques se situent et lui éviter un passage dans un service d'urgence, et ça c'est la diapo d'après, bondé, où derrière il y aura sûrement, et c'est déjà le cas, on l'a déjà observé, des retards de prise en charge, mais qui sont indépendamment le fait du médecin à l'intérieur de cet hôpital. Le troisième intérêt qu'on peut avoir au niveau de la prise en charge par nos sapeurs-pompiers, et ça toutes les études l'ont déjà montré, c'est celle d'après, c'est l'octroiement du TNE et du désengagement. Il y a un profil de patient bien particulier, et ça vous le savez tous, qui n'a rien à faire dans une structure d'urgence. Les patients border, qui ont des comorbidités, qui ont un certain âge, qui terminent dans un VSAV à attendre plusieurs heures sur le parking, dans le hall des urgences, puis ensuite va passer plusieurs heures sur un brancard pour bénéficier de certains examens complémentaires qui, au final, ne lui apporteront pas grand-chose, peut voir son espérance de vie largement imputée et certains patients glisseront dans l'année parce que, justement, on les a envoyés dans un endroit qui n'était pas adapté pour une prise en charge dont ils n'avaient pas besoin. Et un des objets de l'étude que l'on essaie de mettre en place au niveau du SDIS de la Gironde, on l'espère, c'est essayer de démontrer que non seulement on peut avoir un intérêt au niveau santé publique, en laissant des gens chez eux parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital, mais en plus, on peut apporter une réelle plus-value dans le fonctionnement interne du service d'urgence en ne mettant pas encore plus d'huile sur le feu, et en ne mettant pas en péril la prise en charge de patients réellement urgents à l'intérieur qui se verraient dilués par des patients qui n'ont rien à y faire, et aussi bien sûr au niveau du SDIS, parce que l'immobilisation de certains vecteurs à mauvais escient peut contrecarrer la disponibilité de personnel pour armer des engins à incendie et assurer nos missions régaliennes. Voilà, donc on essaie de réfléchir autour de cette question de la plus-value de ces examens dans un engagement de niveau 2. On espère y arriver. Et encore une fois, la conclusion pour nous, c'est que les urgences, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et si derrière, tout le monde peut trouver son compte à ne pas envoyer des moyens disproportionnés sur des gens de gravité relative et affecter le potentiel médical là où on en a vraiment besoin, tout le monde sera content, la victime la première. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça reboucle un peu en partie avec ce qu'on a entendu hier sur le maintien à domicile et les structures qui doivent derrière pouvoir prendre le relais à domicile, mais qui ne sont pas partout existantes. Merci. Alors, des questions dans la salle? Dont la salle est complètement endormie ou pas encore réveillée.
Est-ce que... voilà, Pour pardon. Monsieur Taboulet, est-ce que vous laisseriez partir toute douleur thoracique, enfin vous la laisseriez à la maison parce qu'il y a une douleur thoracique? Ça veut rien dire, malheureusement, je peux pas Non, vous vous avez- répondre parce que on est obligé de faire un tri par téléphone. Depuis combien de temps a-t-il mal? Quel est le profil du patient, etc., etc. Et puis il y a 5 diagnostics pour la douleur thoracique. Je le répète, il n'y a pas que l'infarctus, il y a la dissection, l'embolie pulmonaire, la pneumopathie et le pneumothorax. Donc en fait, faut arrêter de vous obséder sur le syndrome coronaire aigu. La douleur thoracique, c'est un symptôme, c'est même pas un syndrome. Donc ça ne veut rien dire pour moi, laisser toute douleur thoracique à Et domicile. donc on est d'accord, vous ne la laisseriez pas à la maison, sans qu'il y ait d'examen complémentaire. Oui, mais ça, c'est toujours facile à dire, bien sûr. Bon, alors, il faut en parler à SOS Médecins. Sur le principe, je suis d'accord Ça avec vous. n'existe plus. Maintenant, C'est une solution alternative que la régulation offre aussi à certains profils de patients, d'envoyer un médecin capable de réaliser un électrocardiogramme. Alors on sait très bien maintenant qu'avec l'arrivée des actes de soins d'urgence, on peut offrir ce type d'examen complémentaire, mais encore faut-il que derrière on ait une justification sur l'engagement d'un VSAV, c'est autre chose. Mais la régulation peut envoyer, et a fait de tout temps, et pendant très longtemps, et il n'y a pas eu plus de morts que ça, des médecins d'SOS médecins qui, eux, ont eu quand même la capacité, et pour ne pas employer un terme un peu vulgaire, de laisser des patients qui, pour eux, cliniquement, n'avaient pas de critères d'évacuation et corroborés avec la réalisation de l'électrocardiogramme, avaient ces prémices d'élaboration de scores prédictifs et en assurant un maintien à domicile totalement, on va dire, sécurisé. Donc, c'est pas possible. Si on doit envoyer toutes les douleurs thoraciques dans les services d'urgence, on s'en sort plus. C'est pas possible, parce que celui qui a véritablement une douleur thoracique sans signe électrique immédiat, bah, lui va potentiellement pâtir de la prise en charge et de la dilution de tous ces patients. La douleur thoracique de 20 ans qui arrive parce qu'elle fait une crise d'angoisse, je suis désolé, je vous la laisse à la maison. Hein. Mais déjà par téléphone. Et je suis même pas sûr d'envoyer SOS médecin. Donc après, c'est une histoire de... Il faut relativiser, il faut avoir des scores quand même validés et qui nous permettent de prendre cette décision éclairée, et tout est l'objet de ce déploiement extra-hospitalier pour donner encore plus de billes aux régulateurs pour pouvoir chiffrer cet éventuel score prédictif. Merci Si je peux rajouter beaucoup. quelque chose sur le score Heart, l'intérêt de ce score, c'est un score clinique qui a été fait par les urgentistes pour des urgentistes, et l'intérêt c'est qu'il était tout type de douleur thoracique confondu. Et ce qui est intéressant avec le préhospitalier, c'est que les premières études de cohorte dont on a les résultats montrent que entre le score Heart qui a été calculé aux urgences et celui qui est fait après un examen clinique, alors infirmier certes, mais un examen clinique quand même, avec une histoire de la maladie qui est détaillée et qui est approfondie, un examen clinique somme toute relatif, mais qui est présent, un ECG et une tropo. Et en fait, quand il est utilisé en préhospitalier, on n'a pas plus d'événements indésirables à 45 jours que quand les patients sont pris en charge aux urgences. Et notamment dans ces événements indésirables, il y a la mort, toute cause confondue. Donc ça veut dire que probablement qu'en les laissant à la maison, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'auront pas un contact médical, on va pouvoir peut-être leur dire, là vous ne nécessitez pas d'investigation supplémentaire en urgence, mais on vous redirige vers votre médecin traitant dans 24-48 heures pour avoir un complément de bilan, et ça sans majoration du risque de décès et d'événements graves dans le mois qui suit, ce qui est quand même pas inintéressant. Merci beaucoup.